Alors justement, en parlant de ce communiqué et de la sécurité qui prévaut à l'est de la RDC, nous avons le plaisir d'accueillir dans nos studios Monsieur Tite Gatabazi. Vous êtes analyste politique. Nous allons revenir sur cette situation. D'abord, le Rwanda vient de réitérer sa détermination à assurer sa sécurité contre toutes ces menaces qui viennent de la RDC. Quel est l'état de ces menaces exactement? La menace, c'est d'abord le discours du chef de l'État congolais lui-même. Il l'a dit, il l'a répété et il a accueilli des gens dans son bureau pour l'aider à le faire. La deuxième menace, c'est l'alliance avec les FDLR, qu'on connaît très bien, que les Nations Unies qualifient de groupes terroristes, que les Américains ont déjà mis sur la liste des groupes terroristes, mais qui aujourd'hui sont intégrés au FARDC. Et ça a été confirmé par un communiqué des FARDC, figurez-vous. Quand la patronne de renseignement américain fait la navette entre Kinshasa et Kigali, à son départ de Kinshasa, il y a un communiqué des FARDC qui demande aux militaires congolais de ne plus faire ami-ami avec les FDLR. Ça veut dire qu'ils savent qui sont les FDLR et où ils sont. Il n'y a pas meilleur... Il y a des preuves. Ils les avaient. Mais alors, là, on parle aussi dans ce communiqué de la communauté internationale qui est indifférente et qui a même, on dirait, changé de langage. Elle considère aujourd'hui les FDLR qui, jadis, en 2001, comme vous venez de le dire, de groupes terroristes, et aujourd'hui, c'est comme un groupe armé. C'est ce changement de discours qui peut inquiéter aussi. Ce n'est pas le Rwanda qui a décrété que c'était un groupe terroriste, c'est les Américains. Et aujourd'hui, c'est les mêmes Américains qui nous disent, oh, vous savez, c'est un peu comme les Maïmaï, c'est comme les Codeco, c'est comme les Ils Ouazalais. ont des revendications et tout ça. Ils n'ont pas de revendications, ils sont porteurs d'une idéologie génocidaire. Et ça, ils le savent très bien. Ils ont, à maintes reprises, insisté auprès du président Tshisekedi pour qu'il puisse se séparer des FDLR. C'est ce que Luanda dit, c'est ce que Nairobi dit, c'est ce que tous les partenaires lui disent. Et donc, ce changement... vous venez d'évoquer les mécanismes de Luanda, de Nairobi. Que prévoyaient exactement ces mécanismes? C'est un dialogue politique intra-congolais. Le Congo a des problèmes internes qui ont vu la résurgence du M23, lequel M23 est congolais, qu'ils règlent leurs problèmes par un dialogue politique. Quitte à ce que la région puisse les accompagner. Le Rwanda a compris. Mais vous avez vu la manœuvre à Kinshasa, c'est de délégitimer les revendications du M23 et de prendre le Rwanda comme celui contre lequel le Congo se bat. Il y a une deuxième raison. Il y a de l'Ituri jusqu'au Katanga plus bas, en passant par le Kwamut, l'insécurité est généralisée dans ce pays. 250 groupes armés, mais on ne nous parle que du seul M23. Et donc, tout ça, la communauté internationale le sait, mais cette façon de caresser le président Tshisekedi dans le sens du poil, ce n'est pas vraiment très sérieux. Alors vous qui êtes analyste, qui suiviez de près cette situation, à qui dirons-nous à qui profite ce conflit exactement? Vu qu'il y a un silence absolu devant les crimes contre les Congolais qui parlent Kinyarwanda, à qui profite ce conflit? Ce conflit profite à tous les pêcheurs à nos troubles. Il y a ce qu'on appelle l'économie de la guerre. À commencer au sommet de l'État, le gouvernement, le ministre de la Défense a le droit de demander une rallonge budgétaire pour aller acheter des armes. Depuis l'achat jusqu'à la livraison, il y a multitude d'intermédiaires. Et donc, tous ces gens veulent alimenter la guerre. Vous avez une autre catégorie de ceux-là qui entretiennent les groupes armés à l'Est, dont des politiques congolais connus sur la place publique, dont des militaires congolais qui font... Il y a aussi référence à les Ouazalendo. Les Ouazalendo sont entretenus par des grosses pointures à Kinshasa. Et donc, ces gens, ils ont des groupes armés qui protègent des carrés miniers. Et donc, ils font du commerce illicite
de ces minéraux. D'accord. Ils coupent du bois dans le parc de Virunga. Et ces gens n'ont aucun intérêt à ce que la guerre s'arrête. Alors, habillés en discours de haine, cibler comme ça les Banyarwanda congolais et prendre le raccourci. Parler Kinyarwanda, ça veut dire être Munyarwanda. C'est, voilà. Alors là, on parle aussi, vous faites référence aux autorités de Kinshasa, qui recourent souvent à des discours de haine, je dirais, anti-rwandais. Comment voyez-vous la situation dans un futur proche, disons? Dans un futur proche, on peut espérer, en regardant un peu le mini-sommet qu'il y a eu à Addis Abeba, qui demande qu'on réactive Luanda et Nairobi. Il y a l'initiative de l'association des évêques des pays des Grands Lacs, la République démocratique du Congo, le Burundi et le Rwanda. On les a vus à Musanze au Rwanda, on les a vus à Goma tenir une messe pour la paix, et ils ont promis, cardinal Kambanda du Rwanda et cardinal Ambongo du Congo-Kinshasa, entouré d'une vingtaine d'évêques, dire: nous voulons nous occuper aussi et apporter notre contribution au règlement de cette question en analysant froidement les causes profondes. Ils ont même visité le camp des réfugiés de Kiziba à Nyundo pour démentir un peu le discours de Kinshasa qu'il n'existe pas de réfugiés congolais au Rwanda, parce qu'ils parlent Kinyarwanda. C'est ça. Au regard de l'entêtement du pouvoir congolais qui ne veut pas négocier avec les rebelles du M23, peut-on attendre une issue, je dirais, à ce conflit dans un bref délai, ou bien ça peut même dégénérer, disons. On a vu un frémissement, le ministre des Affaires étrangères, Lutundula, a dilué un peu son discours en disant que le gouvernement était ouvert au dialogue. On a vu la ministre belge des Affaires étrangères qui pousse pour qu'on aille vers un dialogue politique. Et donc, on va assister dans les jours qui arrivent. Si jamais les évêques s'y mettaient aussi, si la société civile abandonnait la rhétorique des haines et qu'elle s'inscrivait dans la démarche des évêques, on va assister à un changement d'abord de discours au sommet de l'État. Le ministre de la Communication sera très présent dans les médias pour dire tout le bien qu'il pense du dialogue politique et du règlement par un dialogue. Et donc, on peut espérer, étant donné que sur le plan militaire, ils sont quand même en difficulté. Le M23 a démontré sa discipline au front. Ils n'exhibent pas les gens qui meurent au front. Eux ne les exhibent pas. Et ceux qui sont pris comme prisonniers de guerre, ils ne les affichent pas. Mais plus ils sont attaqués par la coalition, plus ils gagnent du terrain. Et ça fait une épine dans le pied du gouvernement qui, peut-être même malgré lui, devra s'engager sur la voie du dialogue. D'accord. Merci beaucoup. Je rappelle, M. Tite Gatawazi, que vous êtes analyste politique. Merci pour cet éclairage. C'est moi qui vous remercie pour l'invitation. Merci beaucoup.